2020, votre quart d'heure américain. À la Maison-Blanche, ce 13 août 2020, le correspondant du Huffington Post, S.V. Date, pose au président la question qui le démange depuis 5 ans. Please. Mr. President, after 3.5 years, do you regret it all the lying you've done to the American people? On All the what? everything. All the lying, all the dishonesties. That who has done? You have done. Le journaliste demande à Donald Trump s'il regrette tous ces mensonges au peuple américain. Tens of Yeah, go ahead, thousands. please. Please. Go ahead. L'échange tourne court, Donald Trump botte en touche et passe à la question suivante. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je suis Antoine Boyer, bienvenue. Le superlatif qui vire au mensonge, l'hyperbole qui se transforme en vérité à la Pinocchio, les petits arrangements de Donald Trump avec la réalité ne sont un secret ni pour vous ni pour moi. Le Washington Post en fait un décompte méticuleux. Depuis le début de son mandat, le président américain a fait plus de 20 000 déclarations fausses ou trompeuses. Des affirmations erronées sur le coronavirus, sur l'économie américaine, sur le mur à la frontière mexicaine ou encore sur Barack Obama qui aurait espionné sa campagne en 2016. We have among the lowest mortality rate anywhere in the world. We built the greatest economy in history, not only for our country, but for the world. We built our wall, which will be finished very shortly. I will tell you, they are trying to steal the election, just like they did it last time with spying, and we caught them, and that included President Obama. Stratégie politique, philosophie de vie ou profil psychologique inédit pour un président américain, mais pourquoi Donald Trump ment-il aussi souvent ? Bonjour Jérôme Cartillier. Bonjour Antoine. Tu es le correspondant de l'agence France-Presse à la Maison-Blanche à Washington et tu suis de près Donald Trump, ses conférences de presse, son compte Twitter. La première question que j'ai envie de te poser est la suivante. Donald Trump se rend-il compte qu'il déforme parfois les faits, s'arrange souvent avec la réalité ou tout simplement ment ? La réponse est oui, bien sûr. C'est pour Donald Trump un calcul, un mode de communication politique. C'est sa façon aussi de diviser l'Amérique en deux, les pro-Trump et les anti-Trump, ceux qui adorent et ceux qui rejettent ce genre de fonctionnement. Donc oui, il est très conscient de cet outil qu'il utilise. Et il fait ça uniquement dans un but politique pour gagner des points, pour parler à sa base ? Alors oui, c'est clairement fait dans un but politique, mais c'est vraiment sa façon de fonctionner. Il fonctionnait de la même manière lorsqu'il faisait des affaires à New York, lorsqu'il communiquait sur sa manière de faire des affaires. Il le revendiquait d'une certaine manière, comme beaucoup des provocations de Donald Trump. Elles ne sont pas cachées, elles sont revendiquées. Il y avait un passage célèbre de son livre qui s'appelait The Art of the Deal, qui était son best-seller, qui est publié au milieu des années 80. Et il vantait déjà ce qu'il appelait une forme d'emphase, quitte à tordre le cou à la réalité. Il y avait cette phrase qui est assez étonnante. Il écrivait « Les gens ne pensent pas toujours en grand, mais ils adorent ceux qui le font. Les gens veulent croire qu'une chose est la plus grande, la meilleure, la plus spectaculaire. J'appelle cela l'hyperbole sincère. C'est une forme innocente d'exagération et une forme redoutablement efficace de promotion. » Donc on peut discuter sur le terme d'hyperbole parce que parfois ça va beaucoup plus loin, mais en tout cas sur cette manière de fonctionner, cette manière d'utiliser, de tordre les faits pour parvenir à ses fins, il ne l'a pas inventé durant la campagne ni pendant la présidence. C'est quelque chose sur lequel il s'appuie depuis très longtemps. Mais ça marche pas toujours parce que selon un récent sondage, il y a 31% seulement des Américains interrogés qui disent faire confiance à Donald Trump pour leur apporter des renseignements exacts sur le coronavirus. Alors pourquoi le président américain continue à ne pas dire toute la vérité, rien que la vérité ? Alors, dire que ça marche pas, c'est oublier un peu que c'est quand même un puissant outil pour galvaniser sa base électorale. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ça marche avec une partie de l'Amérique, avec son électorat en tout cas. Et donc, c'est une arme qu'il continue à utiliser, qui continue à fonctionner, même si, effectivement, face à une crise d'ampleur, l'équation est un peu différente. Et si je te demande de me citer un mensonge, lequel te vient là tout de suite en tête ? Alors, il y en a une liste innombrable. Je dirais que le sujet où c'est probablement le plus frappant, c'est sur tout ce qui touche au climat, au réchauffement climatique. Soit quand il fait l'éloge de ce qu'il appelle
le magnifique charbon propre. And we have ended the war on beautiful, clean coal. Qui en soi est une notion pour le moins surprenante, ou lorsqu'il se lance dans une explication, c'est probablement le sujet sur lequel, de manière consistante depuis des années, il a le plus menti, il a été le plus imprécis, et il a tordu le cou notamment à la réalité scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une gradation chez Donald Trump. Il y a des informations factuellement fausses, comme le climat, on en parlait, il y a des ambiguïtés, il y a des approximations, et puis il y a une manière de jouer avec les imprécisions qui est vraiment sa signature, la plus connue, c'est dont on parle tout le temps à la Maison-Blanche, c'est lorsqu'il évoque le calendrier. Souvent, il dit « je vais faire une annonce d'ici 2 semaines ». Nous allons sortir des tests, peut-être dans les 2 prochaines semaines. Ils vont épater tout le secteur. Nous allons annoncer quelque chose dans 2 ou 3 semaines, je dirais. À propos des impôts, ça va être phénoménal. Il l'a fait 100 fois sur la réforme fiscale, sur l'encadrement des armes à feu, sur le racisme. À chaque fois, il annonce des réformes, des annonces spectaculaires. Et puis, elles ne viennent pas dans les 2 semaines, parfois elles ne viennent jamais. Et donc, il faut s'y habituer. C'est-à-dire que dans les premières semaines, quand on couvre Donald Trump à la Maison-Blanche, on le prend au pied de la lettre. Puis avec le temps, on prend un peu plus de distance et on essaye de trouver la bonne mesure. C'est pas évident. Souvent, tu es avec Donald Trump quand il fait un meeting, une réunion électorale. Comment réagit sa base, comment réagissent ses supporters quand Donald Trump fait un discours où il prononce une phrase où c'est de manière éhontée faux? Alors, la plupart du temps, c'est des passages qui suscitent des rires ou des applaudissements, parce que il le fait souvent de manière un peu provocatrice, et donc quand il est dans la provocation, la foule réagit. D'une certaine manière, la foule le galvanise et le pousse un peu plus dans cette direction-là, parce qu'il sait que ça va déranger, que les médias vont réagir, et il en joue avec la foule. Il y avait une phrase qui m'est revenue l'autre jour, j'étais à Atlanta avec lui, je me rappelle dans un meeting fin 2019. Il a toujours ce jeu avec son discours écrit qu'il lit sur les téléprompteurs, et puis parfois il s'en détache pour parler de manière plus libre. Et il avait dit cette phrase étonnante. I do my best work off script. My best work. I hate to say this, I also do my worst work off script. Pour être honnête, c'est quand je suis en roue libre que je suis le meilleur. C'est là aussi où je suis le pire, mais ça rend les choses très excitantes. And it makes things very exciting too. Ça résume assez bien, je trouve, son rapport aux faits et à la vérité. I don't think any president, it could be somebody, I have to be a little careful because they'll say, he lied. So few presidents, few. Si les mensonges de Donald Trump peuvent électriser son électorat, enflammer une marée de supporters aux casquettes rouges Make America Great Again, ils agacent ses adversaires comme Bernie Sanders, le champion de la gauche américaine. We have a president who is a pathological liar. Les contre-vérités de Donald Trump énervent aussi dans son propre camp. En 2016, par exemple, pendant la primaire républicaine, le sénateur Ted Cruz qualifiait son opposant de menteur pathologique, incapable de savoir faire la différence entre vérité et mensonge. Colin Powell, ancien chef de la diplomatie américaine sous le républicain George W. Bush, reproche aussi publiquement à Donald Trump de falsifier la vérité. Ces mensonges dérangent aussi une minorité dans la famille du président américain. Sa nièce Mary Trump a publié un livre décrivant son oncle comme un menteur narcissique. Elle a ensuite fait fuiter des enregistrements où l'on entend la sœur de Donald Trump condamner ses mensonges et ses tweets. D'ailleurs, même Twitter a décidé fin mai de ne plus laisser passer sans filtre les arrangements du président avec la réalité, lui qui est pourtant un utilisateur fidèle et compulsif du réseau social. Also, John, late today, Twitter placed a fact-check notification on a tweet from the president about mail-in ballots. Alors, pour mieux comprendre Donald Trump et sa relation à la vérité et aux faits, j'ai interrogé Dan McAdams. Il est professeur de psychologie à l'université Northwestern près de Chicago et a écrit un livre, The Strange Case of Donald J. Trump, Psychological Weakening, aux éditions Oxford University Press. Donald Trump ment presque à chaque fois qu'il parle. C'est vraiment extraordinaire. Donald Trump vit dans l'instant. Chaque jour, il se bat pour gagner
Et M. Trump fera tout pour gagner à cet instant T. Si affirmer une contre-vérité lui permet de gagner à cet instant précis, alors il le fera. Claiming something that isn't true works for him to win the moment, then he will claim it. He's what I call the episodic man. Il est ce que j'appelle un homme de l'instant. Il vit en dehors du temps, dans sa propre réalité épisodique. La métaphore que j'utilise pour lui est celle du boxeur qui combat sur le ring. Pendant 3 minutes, sur le ring, un coup de poing à gauche, un coup de poing à droite, gauche-droite. Et le boxeur essaie de survivre, de tenir jusqu'au bout et de gagner le round. Quand vous êtes dans cette situation, et c'est comme ça que M. Trump voit sa vie entière, quand vous vivez comme ça, alors la vérité est un luxe. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'important pour vous, car le but pour vous, c'est de gagner. Comment expliquer que ses supporters, s'ils savent qu'il ment, continuent à le croire? Il y a plusieurs manières d'y répondre. Première hypothèse, même lorsqu'il ment sur les faits, il se peut que l'essentiel soit vrai pour eux. Par exemple, quand il dit qu'au moins 3 millions de clandestins ont voté pour Hillary Clinton à l'élection de 2016, dans les faits, c'est un mensonge. Et ses supporters le savent sûrement. Mais cela fait écho à leurs croyances. Nous devons protéger nos frontières. Il y a trop d'immigrés sans papier dans ce pays. We have to secure the borders. There are too many illegal immigrants in this country. A second explanation is that Une deuxième hypothèse, c'est que quand Donald Trump dit quelque chose et que c'est un mensonge, ce qui arrive souvent, certains de ses partisans doivent penser « Ok, c'est peut-être pas vrai, mais ça devrait l'être ». Donc quand il dit quelque chose comme « Nous gagnons la guerre contre le virus », en réalité nous perdons la guerre contre le virus, mais quand il dit « Nous gagnons la guerre contre le virus », ses supporters se disent « Nous devrions gagner la guerre contre le virus, car nous sommes les gentils ». Et j'ai une explication de plus, et celle-là est étrange, mais je pense qu'elle est vraie. Donald Trump n'est pas une personne aux yeux de beaucoup de ses supporters. Ils savent bien sûr qu'il est fait de chair et d'os, mais ils le voient différemment d'une personne normale. Ils le considèrent comme étant plus qu'une personne. C'est comme un super-héros. Il est comme Superman. C'est une force de la nature. En même temps, il est aussi moins qu'une personne, car il n'a pas de vie intérieure, il n'a pas de doute, il ne fait jamais d'erreur, ce genre de choses. Donc ils n'attendent pas de lui le respect des normes qui s'appliquent aux autres êtres humains, comme la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Il ne lui en tiennent pas rigueur, car ces règles ne s'appliquent pas à un surhomme. Et ils l'acceptent, car il est de leur côté. The fact that you and I right now are talking about him, even though much of what I'm saying is somewhat negative, this is music to Mr. Trump's ears. Le fait que vous et moi nous parlions de lui en ce moment, même si la plupart de mes propos sont dans une certaine mesure négatifs, aux oreilles de M. Trump, c'est une douce mélodie. Vous savez, il adore ça quand les gens parlent de lui, même quand ils disent du mal de lui. Il adore être au centre de l'attention. Et toute sa vie d'adulte, ou presque, depuis ses 20 ans, il a réussi à retenir l'attention. Peu importe où il va, peu importe la scène où il est. Maintenant qu'il est sur la plus grande scène du monde, il continue à dominer les conversations de millions de personnes qui ne peuvent s'empêcher de parler de lui. C'est la fin de ce numéro de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Vous appréciez nos épisodes? Parlez de nous autour de vous. Et si les États-Unis de Donald Trump vous intriguent, Jérôme Cartillier, que vous venez d'entendre, a écrit un livre à 4 mains avec le correspondant du journal Le Monde à Washington, Gilles Paris.
Amérique année Trump, sortie prévue le 17 septembre aux éditions Gallimard. À la préparation de cet épisode, les fidèles Laura Hakoun et Salima Belhadj à Washington, composition musicale Lena Kenkyo. Un grand merci aussi à Lucas Schwabthaler dans l'aventure 2020 depuis Paris et depuis le début. L'élection du 3 novembre approche à grands pas et la course vers la Maison-Blanche prend de la vitesse. Joe Biden se détache, Donald Trump est en embuscade. Prochaine étape vendredi prochain, Américanement Vôtre.